Le mont Saint-Helens, après la brusque éruption du 18 mai 1980, est devenu le témoin silencieux des effets visibles d'un événement géologique catastrophique. Vancouver, Vancouver, this is it! À 8h32, le matin du 18 mai 1980, un fort tremblement de terre secoue le volcan et provoque un des plus gros glissements de terrain de l'histoire. La face nord s'effondre brusquement et dévale la montagne à près de 200 km/h, suivie d'une énorme explosion équivalent à 1500 bombes atomiques d'Hiroshima. Puis c'est l'expulsion latérale vers le nord d'une nuée ardente à près de 1000 km/h. Ce souffle rase tout dans un rayon de 15 km et détruit en 6 minutes 600 km² de forêt en arrachant des milliers de troncs d'arbres. L'éruption va durer 9 heures. Le nuage de cendres, visible à plus de 100 km, atteint 25 km d'altitude. Il recouvre toute la région, faisant par endroits plusieurs mètres d'épaisseur. Il fera le tour de la Terre en 2 semaines. L'immense glissement de terrain provoqué par l'effondrement de la face nord est un véritable tsunami qui devient en quelques heures une immense étendue de boue et de roches s'étendant sur plus de 30 km. La vallée de la rivière Toutle, qui descend de la montagne volcanique, est maintenant recouverte sur plus de 25 km par un amoncellement haut de 45 mètres en moyenne, atteignant même 180 mètres par endroit. À plus de 10 km du volcan, le lac Spirit, joyau touristique de la région, est frappé par le souffle brûlant, puis envahi à son tour par le glissement de terrain. Son arrivée massive dans l'eau provoque une vague de 180 mètres de haut et dépose au fond du lac une couche de 90 mètres d'épaisseur. Les troncs d'arbres arrachés de la montagne par le souffle et la coulée pyroclastique couvrent la région et des milliers finissent leur course dans le lac. En quelques minutes, le mont Saint-Helens, qui culminait à 2950 mètres, vient de perdre 400 mètres d'altitude et l'Amérique vient de vivre le plus gros événement géologique de son histoire récente. Cette éruption et les suivantes ont fait l'objet de nombreuses études scientifiques. Les résultats obtenus permettent de mieux comprendre les effets d'un événement géologique catastrophique d'une certaine ampleur. L'observation des différentes strates, bien visibles, ont permis d'en déterminer précisément l'origine. Au-dessus des couches de matériaux pyroclastiques déposées par l'éruption du 18 mai, une autre série de dépôts stratifiés s'est formée lors de l'éruption du 12 juin, 3 semaines plus tard. Sur une épaisseur de 7,60 m, on voit alterner des couches de particules fines et d'autres contenant des éléments plus gros. Ce qui ressemble à des strates distinctes, déposées les unes après les autres au cours des âges, s'est formé en réalité en une seule fois et en seulement 3 heures. Plus haut, enfin, c'est une couche de 5,80 m déposée lors d'une autre coulée de boue 2 ans plus tard, le 19 mars 1982. Si on ne connaissait pas leur histoire réelle, en se basant sur ce qu'on observe aujourd'hui, on pourrait supposer que cet ensemble de strates s'est formé au cours de millions d'années par les dépôts lents et successifs de couches sédimentaires différentes. Mais on constate qu'elles peuvent en réalité se former sur un temps extrêmement court, dans le cadre d'un événement catastrophique mettant en œuvre des flux puissants et rapides. De plus, on pensait que les événements catastrophiques mélangeaient obligatoirement les matériaux fins et grossiers,
Le mont Saint-Helens démontre qu'en présence d'un écoulement rapide, la stratification peut s'opérer très rapidement, et toutes les couches en une seule fois. Avant 1980, le trop-plein du lac Spirit se déversait dans la rivière Toutle. Lors de l'éruption, la partie supérieure de la rivière a été ensevelie sous près de 200 mètres d'épaisseur de roches et de gravats, ce qui a stoppé le drainage habituel du lac. 2 ans plus tard, le 19 mars 1982, une nouvelle éruption a provoqué une coulée de boue de 32 km de long qui a créé un nouveau réseau de drainage du lac. Cette coulée a brusquement creusé une profonde gorge, un véritable canyon dans les dépôts des éruptions précédentes. Ce canyon, qui a atteint par endroits 55 mètres de profondeur, a été lui aussi formé en une seule journée. Cette fois encore, en se fiant au modèle géologique classique, on pourrait penser que cette gorge abrupte s'est créée très lentement, grain par grain, due à l'érosion provoquée par la petite rivière au fond de la vallée. Mais la réalité est très différente, pour la simple raison que c'est un phénomène catastrophique qui s'est produit, et non un lent processus étendu sur des milliers ou des millions d'années. Il a suffi de quelques heures pour arriver à ce résultat spectaculaire. Les canyons du mont Saint-Helens, bien qu'à une échelle différente, nous renvoient à la formation du Grand Canyon en Arizona et au processus géologique nécessaire pour façonner un tel paysage. Une autre surprise attendait les chercheurs. Lors de l'éruption, parmi les millions de troncs d'arbres arrachés par le souffle de l'explosion, près d'1 million se sont retrouvés à la surface du lac Spirit. Plus tard, les chercheurs de l'Institute for Creation Research ont sondé les profondeurs du lac à l'aide d'un sonar pour voir ce qui se passait sous l'eau. Curieusement, les images ont suggéré la présence de troncs en position verticale dans l'eau, ce que des plongeurs ont pu confirmer visuellement. Certains troncs flottaient verticalement, d'autres étaient posés à la verticale sur le fond, et certains étaient même enfoncés dans le sol. Ces éléments indiquent donc qu'ils ne sont pas tous descendus en même temps. En fait, on a pu déterminer que leur comportement dépendait entre autres de leur espèce. Certains avaient coulé rapidement, d'autres étaient en surface, d'autres paraissaient replantés dans le sol. Si on retirait l'eau du lac, ces différentes couches d'arbres pourraient paraître comme venant de forêts différentes, enfouies l'une sur l'autre à différentes époques, alors qu'en réalité, ils viennent tous de la même forêt et ont tous subi le même cataclysme au même moment. Les arbres pétrifiés du parc Yellowstone sont montrés aux visiteurs comme les restes d'anciennes forêts enfouies il y a des millions d'années, mais il semble bien que la vérité soit très différente, et que ces vestiges pétrifiés soient juste les témoins visibles et silencieux du grand cataclysme qui a dévasté la planète il y a seulement quelques milliers d'années. Un autre fait a intéressé les observateurs. Il s'agit de la présence au fond du lac Spirit d'une couche de tourbe formée en moins de 50 ans à partir des morceaux d'écorce de conifères saturés d'eau et mêlés aux sédiments volcaniques. Traditionnellement, on suppose que le charbon se forme dans des marais calmes au cours de millions d'années. Pourtant, la tourbe du lac Spirit a déjà une texture semblable à celle de la tourbe de Nouvelle-Écosse, à l'est du Canada, tourbe qui est à l'origine des veines de charbon exploitées aujourd'hui. Une dernière observation suscite également d'autres questions. Il s'agit de la datation au potassium-argon qui est utilisée précisément pour la roche volcanique. 10 ans après l'éruption, le géologue Steve Austin a envoyé à un laboratoire quelques morceaux d'amphibole et d'autres roches créées lors de l'éruption, donc âgées de 10 ans. La datation a donné 350 000 ans, 900 000 ans pour l'amphibole et 2,8 millions d'années pour le pyroxène. En plus de l'incohérence entre les dates, qui a déjà été constatée sur d'autres sites, c'est une question encore plus grave qui se pose. La méthode de datation au potassium-argon étant appropriée aux très grands âges, le laboratoire qui l'utilise doit donc supposer que la roche qu'on lui apporte est très ancienne. Les mesures donnent un résultat et la roche reçoit donc une date par ce moyen. Mais comme le montre le mont Saint-Helens, si la roche est en réalité très jeune,
Et si le laboratoire ne le sait pas, il utilisera ce type de datation et obtiendra des résultats totalement erronés. En observant les paysages, les vallées, les cours d'eau autour de nous, on peut toujours imaginer des mécanismes géologiques qui auraient produit leur formation. Mais n'étant pas présents pour les observer, les chercheurs en sont réduits à élaborer des modèles à partir des phénomènes observables aujourd'hui, comme les processus très lents d'érosion ou de dépôt de sédiments. L'éruption d'un simple volcan de taille moyenne comme le mont Saint-Helens démontre cependant que des bouleversements énormes peuvent se produire en un temps extrêmement court, par exemple sous l'action de courants rapides charriant des masses importantes de matériaux. Si on veut bien admettre la réalité historique du déluge mondial tel que rapporté dans la Bible, on se rend compte que toutes les conditions étaient alors réunies pour provoquer des courants gigantesques et extrêmement rapides d'eau qui ont arraché et charrié des quantités colossales de débris, arasant des continents entiers et déplaçant des millions de tonnes de boue et de roches. Et ce sont ces flux absolument énormes qui ont façonné en très peu de temps les continents, les paysages, les vallées, les canyons et toutes les strates que nous observons partout sur la planète. À sa façon, le mont Saint-Helens nous montre à une échelle très réduite le genre de phénomènes qui se sont effectivement produits lors du grand déluge biblique.